Donc la corde s'est bloquée. À un moment, ça a lâché. J'ai vu ma vie défiler. Il dit, écoute, la seule chose qui est plus facile et on a le droit de tuer une seule fois, c'est un crocodile. Et il dit, prépare-le. Mais comment tu prépares, tu cuisines un croco dans la jungle? Écoute, Jonathan, un grand merci justement de faire partie de ce podcast. Pour ceux qui connaissent pas, et toi, je pense que c'est aussi une première, on aborde justement dans ce podcast tout ce qui est investissement, entrepreneuriat. Et je pense qu'avec toi, ce sera aussi le côté entrepreneuriat, voyage et tout ce qui s'ensuit. Mhm. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, justement, c'est Belgium Invest. Donc, on est un club d'investisseurs, on fait des événements. Tu as eu l'occasion d'y participer. Ouais. Toi, encore une fois, merci. Très intéressant voilà. d'ailleurs. Vraiment Ouais, merci. super intéressant. J'étais invité par un pote et d'ailleurs c'était très compliqué d'avoir une place. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dehors en train d'essayer d'en avoir. Donc merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Avec grand plaisir. Et merci aussi aux personnes qui nous suivent et qui nous regardent et tout, ça nous aide évidemment. Donc voilà. Maintenant, justement, tu es très connu, tu as une énorme hype. Tu vas pouvoir nous parler justement de ton parcours. Mais pour ceux justement qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter déjà en bref et puis après, on va creuser un petit Oui, peu. bien sûr. Donc je m'appelle Kuben Jonathan, j'ai 36 ans. Ok. Je suis pas habitué à dire ça. Mais oui, j'ai 36 ans et ça fait à peu près, là, ça va être la 10e année que j'ai créé un compte qui s'appelait à l'époque Mom I'm Fine. Donc je voyageais à travers le monde, je disais à ma mère que je vais bien dans des situations un peu folles. Et ça a pris des proportions que j'aurais jamais pu imaginer. Entre autres, des campagnes avec des grosses marques comme, enfin, je sais pas si je peux citer des marques. A priori, pas de souci. Ok, bon, c'est juste pour donner l'exemple, mais c'était pour Bulgari, L'Oréal, Cristiano Ronaldo. Bon, c'est pas une marque, mais faire une campagne avec lui. Non, sur un avion. Et en Belgique, il y a eu une série sur RTL aussi. Et donc, ouais, ça s'est vraiment bien passé. Il y a des hauts, des bas, un petit peu comme tout projet entrepreneurial, mais je l'ai pris depuis le début comme si c'était une entreprise, en fait. Ok. Donc ouais, je sais pas par où tu veux commencer, mais... Écoute, déjà, tu as mis les pieds dedans, donc c'est très bien. Donc voilà, donc tu as commencé en 2016, il me semble. C'est bien ça? C'est ça. En fait, pour la petite histoire, je commence un peu avant. Je commence en 2015 à préparer Ok. et 2016, je pars. Mais ouais, la préparation a commencé en 2015 et le projet a commencé en 2016. Et la prépa, comment ça t'est venu justement cette idée-là? Est-ce que c'est une inspi? Est-ce que c'est un... Bah maintenant, je peux le dire, mais parce qu'à la base, il y avait toute la partie un peu romantique, on va dire, de dire, ah, il y a le message pour sa mère et c'est tout. Mais à la base, donc j'étais fan de voyage, vraiment, vraiment fan. Et il y avait un gars, peut-être que certaines personnes vont se rappeler de lui, mais bon, il s'appelait Matt. Il avait créé un concept qui s'appelait Where the hell is Matt? Et bon, maintenant, avec TikTok, c'est pas du tout innovant, mais à l'époque, c'était incroyable. Plutôt que se prendre en photo lorsqu'il voyageait, il faisait une danse ridicule. Franchement, c'était pas un danseur, mais bon, il faisait une danse. Et c'était ça le truc de fou, c'est qu'il faisait une danse un pas un peu à lui, et devant chaque des monuments, des endroits spéciaux, etc. Et puis après, il a fait une compile sur YouTube. Et dans cette compile, elle avait 50 millions de vues. Enfin, 50 millions de vues maintenant, c'est pas autant que ce que ça représentait avant, c'est beaucoup. Ouais. Mais avant, 50 millions de vues, c'était une méga star. Donc maintenant, je veux dire, par rapport à TikTok, on voit que voilà, les vues n'ont plus la même valeur, mais 50 millions de vues sur YouTube, c'était exceptionnel avant. Et à la fin, il y avait marqué Sponsored by. Donc sponsorisé par, et je me suis dit, Ok. comment ça, Sponsored by? Donc, j'ai fait des recherches et j'ai vu une conférence qu'il donnait où il expliquait, il disait qu'il voyageait gratuitement, pas seulement gratuitement, il était payé pour voyager avec sa femme. Je me dis, mais comment est-ce qu'il est payé? Donc j'ai compris qu'en fait, c'était le concept. Alors mon idée, c'était de prendre un concept qui marche et essayer de faire la même chose parce que je trouvais qu'il n'était pas spécialement. Enfin, c'est pas du tout réducteur par rapport à lui. J'ai énormément de respect. Au contraire, c'est une inspiration. Mais euh, il n'était pas spécialement beau, pas spécialement bon danseur, mais il avait ce truc qui était. Il avait trouvé un format en fait. Oui, oui. Maintenant, c'est logique. Mais à l'époque, on disait même pas le mot influenceur. Donc moi, mon but, c'était de voyager, de créer un format et d'essayer de le vendre à une marque qui serait un sponsor qui pourrait me payer. Et, euh, et donc, j'ai essayé de le faire. Non, d'abord, j'ai essayé de le proposer à des marques. Je rigole parce qu'en fait, j'avais fait avec Paint. Donc, j'avais fait un truc de ton genre où je disais, voilà, ça pourrait être moi, etc. Mais alors, il n'y avait pas d'influence. C'est 2015. 2015, on dirait que c'est proche, mais il C'était... y a 10 ans, en termes de création de contenu, c'était pas du tout pareil. Il y avait pas d'influenceur. Ils connaissaient pas. À l'époque, il y avait juste un gars qui était aussi une inspiration qui s'appelait Jay Alvarez. À l'époque,
maintenant, je trouvais que ses vidéos étaient incroyables. Je trouve toujours qu'elles sont vraiment incroyables par rapport à ce qui sortait, à ce moment-là. Mais, je parle pas de la personne, je parle juste de ce qu'il avait créé comme contenu et donc, à partir de là, je m'étais dit: «Bon, bah, OK, il faut trouver, un format» et à l'époque, j'avais regardé tout mon Facebook post par post en me disant: «Mais qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que j'ai posté qui marche?» J'avais fait une photo à Tomorrowland parce que ma mère était stressée. Elle avait dit: «Oh, tu vas là-bas, tout le monde prend de la drogue». Donc j'avais écrit: «Mom, I'm not on drugs, I'm just that happy, I love you» et en gros, ça avait été un carton, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est: «Maman, je prends pas de drogue, je suis juste content, je t'aime» et en gros, cette photo elle avait été reprise par Tomorrowland, elle avait été reprise par pas mal de gens et j'avais toujours fait des panneaux. Il y en avait un à l'époque, je me rappelle, j'avais fait, il y avait un match que certains de Bruxellois s'en rappellent, il y avait un match Italie-Mexique avant la coupe du monde en Afrique du Sud OK. et j'avais été, avec ma copine de l'époque et j'avais j'avais fait un panneau et j'avais pas d'argent pour aller à la coupe du monde, j'étais étudiant et j'avais écrit: «J'échange ma copine contre un ticket pour l'Afrique du Sud» et tout le monde avait rigolé, donc ça avait été même les médias au Mexique avaient repris ça et je m'étais dit: «Bon, bah, il y a un filon là-dessus» et donc je m'étais dit: «Bon, ma mère est inquiète, donc je pourrais créer ce concept-là, créer le concept Mom I'm fine», donc maman, je vais bien. Parce qu'il est universel, donc les points positifs enfin, ce qui avait fonctionné, c'est universel. Tout le monde, enfin tout le monde, entre guillemets, a déjà envoyé un message à sa mère en disant: «Vas-y, laisse-moi tranquille, ça va, je vais bien». Mmh. Deuxième chose, les mères se reconnaissent là-dedans aussi. Moi, je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup de jeunes qui allaient s'identifier à moi. En fait, non, c'est plein de jeunes mamans qui disent: «J'aimerais bien que mon fils fasse ça aussi». Et puis, c'est quelque chose qui est compréhensible par tout le monde. C'est parmi les premiers mots qu'on t'apprend en anglais, donc c'est pas très, très compliqué. Donc, j'avais pas voyagé avec un truc qui dise: «Maman, je suis pas, en train de prendre de la drogue» ou quelque chose comme Oui, ça. oui. Donc, j'avais proposé ce concept, heu, à des marques qui m'avaient dit non. La seule marque à l'époque qui m'avait dit oui, c'était, c'était Energy. Energy, ils ont vraiment l'œil, hein. Franchement, c'est Kim Baines, je sais qu'il regarde ça parce qu'il est très intéressé par, des podcasts, tout ce qui est investissement et cetera. C'est vraiment un mec, incroyable. Il a, il avait repéré, Stromae à l'époque. C'est pour ça que j'avais été les voir. Parce que Stromae, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il avait poussé à fond pour que son single passe. C'était lequel encore? C'est «Alors on danse» Ouais, ouais. et ils l'ont mis et ça a fait tellement un carton qu'ils ont commencé à le programmer et donc, bah, c'est devenu, Stromae. Donc, je leur avais dit, pareil, je leur ai dit: «Écoutez, voilà, j'ai des rêves, j'aimerais bien voyager» et le problème quand on voyage, c'est pas c'est pas, ce que ça nous coûte. Enfin oui, ça coûte de l'argent, mais c'est aussi le fait qu'on ne gagne pas d'argent et donc, si je voulais être, prof de français, si je voulais être, enfin n'importe, aux États-Unis, ça va, mais en Bolivie, tu vas jamais pouvoir t'acheter un billet d'avion pour quitter le pays même, c'est juste pas possible. Donc, on m'avait dit enfin sans je suis dans l'extrapolation, hein, je dis Ouais, pas bien que c'est pas sûr. possible, mais voilà, c'est pour, expliquer le propos et donc du coup, j'avais dit, «Bah, écoute, j'aimerais bien voyager, j'ai vu ce gars qui a ce concept, j'aimerais bien le faire, mais les marques me suivent pas et est-ce que vous avez du budget ou vous avez quelque chose?» et ils m'ont dit: «Non, mais par contre, on veut bien te donner de la visibilité». Avec ce mail, j'ai été voir les marques en leur disant: «Mais voilà, maintenant j'ai Énergie qui est derrière». À l'époque, c'était Facebook et ils avaient je crois qu'ils avaient 300 000 personnes qui suivaient le compte sur Facebook, ce qui était beaucoup à l'époque. Bien sûr. Enfin, c'est toujours, bien, mais je Tout te le c'était dis, enfin très actif à l'époque. ouais, Maintenant, ouais, c'est ouais, ouais. tu faisais un événement sur Facebook à l'époque, on oublie, mais tu faisais un événement, tu le publiais, les gens, juste, invitation, il n'y avait pas de publicité même pour les événements. C'était juste, tiens, voilà, on crée un événement et essayer de faire en sorte que les gens, disent, «Je viens, je viens, je viens» et ça se remplissait donc Facebook était vraiment très, très, efficient et donc bah, je suis retourné tout content voir les marques. Il y en a certaines, j'ai signé des NDA, je peux pas dire qui c'est, mais j'ai été voir ces marques en leur disant: «Ah bah, voilà, j'ai une Énergie qui me suit» et c'était toujours non. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais le faire. Dans le pire des cas, ma mère va être contente. Dans le meilleur des cas, ma mère va être contente et je vais avoir un sponsor». J'imaginais pas du tout plus que tout ça. Donc je le lance en avril, je le lance en avril, le 1er avril, je me rappelle, c'était pas son avril d'ailleurs, sur le 1er donc le 1er avril 2016. En juin, ça devient viral, mais vraiment, très viral. En juillet, ça devient une société et puis depuis, il y a eu, des employés et cetera et cetera. Incroyable. Ouais, donc ouais, ouais, c'est ça. Enfin bon, il y a plein, plein d'histoires dans l'histoire, mais voilà, ça c'est Ouais, la genèse, ouais. mais c'est ça qu'on va creuser un peu. Attends, si c'est juste avant ça, Un peu plus, ouais, on aura pas pas de souci. on est bon là?
Ouais, mais bon. Et trop bien, mais c'est hyper inspirant et du coup, tu étais vraiment précurseur, tu avais déjà compris les codes et tout? Parce que c'est vrai que là, par exemple, sauf maintenant, comme tu dis, il y a Bulgarie et ainsi de suite, mais Mmh. c'est vrai qu'il fallait y penser, de se dire, C'est ça, bah, à l'époque, les propositions qu'on me faisait, c'était vraiment des c'est des propositions de l'ancien monde, en fait. C'est pas du tout, péjoratif, mais c'était, heu, c'était très difficile de dire non. Parce qu'au départ, on se retrouve dans un creux qui est très compliqué. C'est, le moment où, tu es parti depuis quelques mois, on te fait des propositions, mais c'est pas aligné à ton ADN. Donc par exemple, il y avait des compagnies aériennes qui me disaient: «Ah, ben voilà, on pourrait peut-être, faire un truc ensemble», et tu te mets à côté du pilote et tu fais ça. Je disais: «Ouais, mais c'est compliqué, c'est ça toute la partie créative, toute la par» enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le compte, c'était vraiment, il y a des photos qui j'ai mis une semaine pour pouvoir faire la photo. Mais vraiment une semaine rien que pour pouvoir essayer d'avoir un shot. Par exemple, ils ont fermé le Machu Picchu, rien que pour moi. Ils avaient fait en sorte c'est des gens qui sont couchés au sol, donc avec, oui, les drones sont interdits, donc il faut trouver le bon angle. Il faut pas qu'il y ait de nuages. C'est montagneux, donc on ne sait pas s'il va y avoir des nuages ou pas. Il faut des autorisations parce que tu sais pas si c'est pas c'est apolitique, c'est pas religieux. Il fallait que je défende mon cas, pour eux, c'est comme aller à la chapelle Sixtine et de dire: «Bah, vas-y, est-ce que tu peux bien privatiser ça pour que je fasse une photo?» Enfin, c'était inconcevable. Il y en a d'autres, j'étais habillé en astronaute sur, l'Atomium, et celle sur l'Atomium, il y a un moment, on a vraiment dû avoir une réflexion pour savoir si c'était pas plus facile de louer un hélicoptère pour faire la photo que prendre qu'un drone. Parce que les autorisations de drone étaient plus compliquées à avoir qu'un vol en hélicoptère. Donc il y a des histoires dingues, mais vraiment où d'ailleurs pour l'anecdote, je me fais interviewer par RTL à la sortie de cette photo-là, mais le câble s'était pris dans la bâche et je devais me déplacer pour la vidéo, sauf que j'avais pas remarqué, c'est énorme. La bâche, elle faisait, peut-être 16 mètres de long, c'est ah ouais, gigantesque. ouais, 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 ouais. on Ah dirait oui, pas oui, oui. la de je crois que l'Atomium fait 102 mètres de hauteur et c'est 18 mètres de circonférence, et donc il fallait au moins 12 ou 14 mètres, je me rappelle, de bâche pour que ce soit quelque chose qui donne bien. Sinon, c'est trop petit. Mais sauf que comme c'est une sphère, donc quand tu mets quelque chose de 2 dimensions sur une sphère, ça prend pas la sphère. Mmh. Donc la corde s'est bloquée, mais moi j'ai pas remarqué, donc j'ai continué à bouger. En un moment, ça a lâché, j'ai vu ma vie défiler. J'ai vraiment je suis tombé de 2-3 mètres, mais après la corde, il y avait pas de problème. C'est Ouais. juste elle s'était pris dans la bâche, mais moi je le vois pas parce que c'est plusieurs mètres au-dessus, et donc je sors de l'interview, j'avais ma jambe qui tremblait. C'est Je juste savais après. pas. Ouais, on le voit pas du tout, mais on voit que j'étais vraiment, j'étais pas bien. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je me suis dit: «Le gars, il va mourir en faisant une fine». C'est quand même, Ouais, ouais, c'est, c'est audacieux, c'est audacieux. Donc ouais, voilà. et quand tu as commencé ton projet, tu étais avec d'autres personnes ou pas? Tu t'es lancé seul ou? Seul. Donc j'ai eu, au départ certaines personnes qui quand on lance un projet, il y a un peu, ça passe par différentes phases. Je crois que c'est Idriss Aberkane qui dit ça, qui dit: «C'est ridicule». C'était quand? Ce que tu Et oui, ça va revenir. jusqu'au moment où Et ça puis c'est aboutit. logique, Oui, ouais, c'est ça. oui, c'est ça, oui. Donc, au début, j'avais présenté ça avec un Paint, c'est sûr et certain que ça donnait rien. Mais, je m'étais dit: «Voilà, si je mets» je voulais vraiment avoir une vision un peu stoïque du truc en me disant: «Je veux pas qu'il y ait une seule chose qui fasse que ça dépendait de moi et que ça a pas marché. Si ça a pas marché, mais que c'est des facteurs Ouais, ouais. externes, c'est pas grave, c'est la vie. Mais par contre, si c'est de ma faute, je vais m'en vouloir». Donc par exemple, il y a et le moment où je l'ai compris, c'est j'ai raté une photo incroyable. J'avais eu une photo avec Ronaldinho où je m'étais fait passer pour un journaliste ou un truc comme ça, et j'avais réussi à l'avoir. Le lendemain, je m'étais laissé aller. C'était au Pérou, et je m'étais laissé aller. Je dis: «OK, c'est pas grave, j'ai plus besoin du signe», et je rate, je me rappelle plus, c'est il y a 10 ans, je me rappelle plus de la photo, mais je me rappelle du sentiment que j'ai eu. Je me dis: «C'est pas vrai, j'ai raté cette photo», parce que j'étais trop fainéant que pour prendre le signe avec moi. À partir de ce moment-là, j'avais tout le temps dans mon pantalon. Je l'ai eu tout le temps, mais pendant des années. J'avais, heu, j'avais un sign ou une copie tout prêt ou n'importe, parce que je me disais: «C'est pas pardonnable si c'est entre tes mains». Mais si c'est pas entre tes mains, tu as raté, tu as essayé de le faire, tu as fait ton max, ça a pas Mmh. marché, c'est pas grave. Mais là, au moment où je me suis vraiment, c'était une re j'étais vraiment très extrême, surtout au départ, parce qu'il y avait, bah, pour donner d'autres exemples et pour que ce soit plus contextuel, il y avait des moments où j'ai fait l'ascension d'un mont qui faisait 6 088 mètres.
garder un panneau à ce moment-là, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que bah, le vent, le froid, essayer de le garder à l'extérieur parce que à chaque fois, enlever son sac, le sac il faisait 15 kilos, donc l'enlever à chaque fois pour aller chercher. Non, vraiment, c'était pas facile. Et sinon, il y en avait d'autres tribus. J'ai vécu comme un mineur, pas mineur d'âge, hein, mineur, Ouais, mineur en Bolivie. J'étais avec une tribu en Amazonie. Enfin, il y a eu quelques moments où c'était très compliqué de garder le sign. Et là, maintenant, j'ai le sign. Il est chez moi. Il est en 1000 morceaux. Mais justement, j'apprécie. Enfin, il est intact parce que j'ai mis un truc au-dessus. Mais l'arrière, enfin, tu vois que il je crois qu'il y a du sable, la neige, enfin, de la neige fondue. On voit les traces de neige fondue dessus. Enfin, c'était ouais. Et vraiment, il veut dire quelque chose, ce sign. Il veut vraiment dire quelque chose pour moi. Et justement, c'était fou parce que ça commençait par ce projet et ce projet me mettait dans certaines situations où en fait il fallait vraiment que je dise à ma mère que je vais bien parce que ma mère, j'avais une règle à un moment donné, elle me disait écoute, je veux pas savoir ce que tu vas faire avant parce que je vais être stressé. Donc je préfère voir la photo après et t'en vouloir après. Mais ouais, parce que tu montais toujours, c'était enfin, oui, ouais, c'est ça. c'est marrant parce Il y que a eu tu deux dis problèmes ouais. par rapport à ça, des problèmes auxquels j'avais pas pensé. Le premier, c'est justement cette course à toujours plus. Le problème, c'est ça, c'est que tu commences et tu fais une photo et tu essayes à chaque fois de faire le mieux que tu peux. Donc tu dis, quoi qu'il arrive, si je suis pas satisfait, donc moi je mettais toujours, je faisais une sorte de cadran. C'est pas vraiment un cadran, mais je donnais une note de 1 à 10. Et je dis, en moyenne, les gens ils postent un 5/10. Je dis juste, voilà, comme ça on Ouais, a une ouais, ouais, moyenne. ouais. Je me disais, je peux pas poster un 5/10, même si les autres le font, parce que sinon je vais pas me démarquer et je peux pas me démarquer sur le volume, je peux me démarquer, enfin sur la quantité, je peux faire que sur la qualité. Donc je préfère poster une fois toutes les 2 semaines, mais que ce soit vraiment une top photo, plutôt que d'avoir c'était juste ma stratégie. Donc je m'étais dit donc: «Je peux pas poster un 5, je peux poster minimum un 7». Et donc entre 7 et 10, 10 c'est la perfection, ça existe pas. La range elle est pas très, très grande. Et donc en gros, il y avait certains moments où, par exemple, la première photo, maintenant rétrospectivement, ça vaut pas grand-chose, mais au début, ça valait peut-être un 7. Sauf que je me disais: «OK, j'ai fait un 7, ben, j'essaye de monter, monter, monter». Et puis à un moment, quand on a, le nom, écrit Mom Fine sur un avion Glyn qui est au-dessus des États-Unis en train de voler encore maintenant parce que n'importe où à Liège, il y a un champ qu'on a pris, ça nous a mis, plusieurs jours en plus. On l'a fait en 3 4 jours, puis il a plu. On a dû le refaire en 3 4 jours, donc je crois que c'est une photo qui a mis 8 jours. On a dû labourer un champ de 120 mètres de long pour que quand ma mère atterrisse avec un avion, je savais où elle allait être, assise, elle puisse voir le message depuis l'avion. C'était cool, mais après ça, quand on a fait cette photo d'un sign qui est probablement le plus grand sign belge qui a jamais été fait, c'était sur 120 mètres. Donc 120 mètres, c'est même plus grand qu'un terrain de foot. Hem, Après quoi? Donc il y a toujours plus, plus, plus et il y a un moment, si on a fait il y a une photo, je me rappelle, j'avais stressé parce que la dernière photo que je voulais faire, j'étais en négociation avec l'Agence spatiale européenne. Donc d'abord avec la Commission européenne, pour mettre en contact avec l'Agence spatiale européenne, pour le mettre sur un satellite. Je me suis dit: «Si j'arrive à le faire, Quoi après? je fais quoi après? Ouais. Je saurais jamais faire plus que ça». Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le projet à partir du moment où la série est sortie sur RTL, parce que je voulais terminer sur une bonne note. Je me suis inspiré du MMA, il y a des combattants qui, qui continuent et continuent et puis à un moment, ils ont leur prime et ils continuent après ça. Et le problème, c'est que l'image qu'on retient de cette personne, c'est le déclin. C'est: «Ah bah, c'était plus pareil» et cetera. Et il y en a d'autres qui sortent au moment où ils ont gagné ce qu'il fallait et ils se disent: «C'est bon, j'arrête». Je me suis dit: «Je veux pas du tout qu'on se dise: "Oh, ça diminue"». Donc dès que j'ai eu, la série, je me suis dit: «C'est bon, j'arrête ce projet, je le finis sur une bonne note» et voilà. Tu as bien fait, enfin après, je te conseille pas d'avoir arrêté, mais tu as bien fait parce que comme tu dis, c'est vrai qu'à la fin les gens se lassent ou alors tu arrives justement au bout comme tu dis, à force de chercher toujours l'excellence, l'excellence, il y a un moment où tu vas atteindre le sommet et tu vas te dire: «Bon bah, je fais quoi maintenant?» Et c'est vrai que toi, tu as une attente, mais il y a aussi le public qui a une attente et si tu commences à régresser un petit peu dans ta créativité, les gens vont se dire: «Bon bah, c'est plus aussi impressionnant qu'avant, tu l'as Ouais, déjà c'est ça, fait» ou tu vois, tu peux vite, c'est ça. donc ouais, ouais. Et il y avait un autre problème aussi que j'avais pas imaginé, c'était, j'étais dans une prison créative. Je pouvais pas sortir de ce carcan, je devais rester là-dedans. Dès que je proposais quelque chose d'un petit peu différent, les gens disaient: «Ah», enfin, il y avait moins d'attrait ou n'importe. Et alors heureusement avec le recul, je vraiment, je recommande pas du tout à des jeunes d'être populaires jeunes parce que cette identification que les réseaux sociaux donnent, on s'associe à ça. Heureusement, moi, il y avait une différence, c'est que mon compte s'appelait Mom I'm Fine
Et donc, comme le compte s'appelait Maman Fine, j'arrivais encore à faire ces différentes. Mais le problème, c'est que mes amis, j'ai des amis qui m'appellent Maman Fine. Amis, amis. Et donc, le problème, c'est que si le compte commence à diminuer, alors il y a un moment où on se dit: «Ah, c'est moi, je vaux moins» ou des choses comme ça. Et donc maintenant, avec le recul, je ne l'ai pas du tout. J'ai vraiment réussi à faire, une vraie dissociation entre le compte et moi. Mais par contre, pour des jeunes, ça doit être extrêmement compliqué. Vraiment très, très compliqué, de se dire qu'il y a un moment donné où, je donne des exemples concrets, mais soit tu es à Monaco, on te donne un prix avec la princesse, ou tu as tu es avec les joueurs de foot quand ils reviennent de la coupe du monde, et tu as ça, et puis à un moment, ça disparaît. C'est très, très compliqué. Donc là, maintenant, heureusement, moi, ça a été différent. On a fait une transition, on a utilisé ça comme tremplin, on a toujours, énormément de choses qui sont incroyables qui se passent. Mais si jamais c'est une personne qui est pas préparée, ça peut être vraiment très compliqué. Très, très compliqué. C'est un bon conseil déjà pour les gens qui écoutent parce que c'est vrai que les réseaux, mais toi, tu as connu justement ton on va dire ton prime et surtout ton évolution il y a des années, il y a quasi 10 ans maintenant Ouais. et Non, je dirais que le prime, c'est vraiment arrivé, c'était il y a, 2021, donc il y a 3 ans, 4 ans. C'est à ce moment-là où on me propose, le film un film Netflix qui est toujours, je peux pas trop en dire, mais il y avait toujours il y a un projet qui est grand, qui est Netflix US, qu'on a proposé avec, ça je peux en parler, il y a pas de problème. C'est une boîte de prod qui s'appelle Dynamo, qui sont ceux qui ont fait Narcos, la première saison. Donc j'avais décidé de partir vivre au Mexique et d'essayer de développer, pas mal de trucs, et donc ils ont fait une proposition pour acheter les droits pour, Maman Fine. Un épisode connu qui s'est passé, dramatique de Maman Fine. Et du coup, à ce moment-là où je réalise, je me dis: «Waouh, on est en train de travailler sur un film». Il y avait déjà la série en Belgique, c'était bien, mais un film sur ma vie, enfin un élément de ma vie, aux États-Unis, pour moi, je sais pas faire au-dessus. Je le pense vraiment, il y a pas, cette course à toujours plus fait aussi qu'alors on n'apprécie pas certaines choses. Par exemple, hem, je sais que c'est cliché, mais le fait de pouvoir juste être, dans la gratitude, ça a tout changé pour moi. Vraiment, ça a tout changé parce que je prenais les choses pour acquis, et quand on est perfectionniste, on se dit toujours: «Je veux plus, je veux plus, je veux plus. C'est pas assez bien, c'est pas assez bien». Alors il y a aucun moment on profite, il y a aucun c'est moment pour on se ça. dit: «Waouh», voilà. Donc ouais, je dirais que c'était il y a 3 ans, 3 4 ans, et j'ai vraiment besoin d'une pause, d'arrêter tous les réseaux sociaux et de pouvoir être vraiment tranquille. Et ça m'a fait, un bien fou, juste parce que je me sentais dans cette prison. Et en fait, la plus grosse frustration, les gens ne le savent pas, mais c'est parce que le plus gros projet de ma vie, c'était pas Maman Fine. S'il y a un autre projet sur lequel je travaille depuis 11 ans, qui s'appelle Dear Noah. Donc Dear Noah, c'était le début de Maman Fine, c'était avant Maman Fine. C'est, heu, l'idée là est simple, c'est je me filme à plein de moments importants de ma vie, où je parle à mon futur enfant et je lui raconte ce qui se passe dans ma vie. Et je veux en faire une série. J'ai assez pour faire 68 épisodes, maintenant. Et du coup, ces 68 épisodes, il y a les moments les plus fous. Tous les moments, j'ai des moments exceptionnels. J'ai le moment où je doute avant de partir et j'ai l'impression que je suis bête parce que je vais partir et faire le sign, et je parle à mon futur enfant. Je me sens bête de faire mon fine. Mais c'est fou après en vrai, quand on voit ce moment-là. J'ai eu, d'ailleurs pour l'anecdote, quand je pars en mars 2016, ils annulent mon vol pour que je prenne un autre moment. Je refuse. Cet autre moment, c'était l'attentat terroriste. Quand j'atterris, en fait, il y a eu l'attentat à l'aéroport, juste à cet endroit où je devais être, vu que c'est vers les États-Unis. Enfin bon, il y a 1000 histoires, il y en a vraiment 1000. Mais du coup, c'est ça que je disais, c'est que, heu, ce projet, maintenant, c'est l'inverse. Il est devenu tellement important, et je sens que j'ai tellement de l'or entre les mains avec ce projet que j'ose pas le sortir. Tu C'est flippant. as peur d'être, entre guillemets, «un peu déçu», tu cherches un peu la perfection C'est ou? ça, ouais, c'est trop de recherche de perfection, et c'est toujours plus. Et je sais que ça va paraître prétentieux, mais c'est réel. J'ai fait les recherches. Ce que je veux proposer, ça a jamais été fait. Jamais. Donc ça s'appelle du transmedia storytelling. Donc en gros, admettons Batman. Batman est une histoire qui s'appelle transmedia. Pour comprendre l'univers de Batman, il faut regarder les comics, les films, les jeux vidéo, etc. Et on a des éléments qui permettent de comprendre tout l'univers de Batman, enfin de DC Comics, à travers différents médiums. C'est pour ça qu'on appelle ça transmédia. Et c'est ce que je voulais créer. Je voulais créer une série. Et dans cette série, elle répond à une seule question, en fait. C'est: j'aime tellement mon futur enfant que je sais pas si je veux l'amener dans ce monde.
et toute la série répond à ça, mais j'ai caché des éléments dans le monde réel. Donc, par exemple, l'école qu'on a construite, il y a des éléments qui sont cachés, Ah ouais, ouais, qui ouais. répondent à cette question. Dans les vêtements qu'on a fait, il y avait, on voulait mettre un QR code qui donne accès à un message. Enfin voilà, donc ça, c'est pour comprendre tout l'univers, mais c'est une question réelle. Et d'ailleurs, par exemple, quand j'avais filmé, il y a un moment où je filme et je suis avec ma copine et je sais pas si je veux continuer avec elle ou pas. Et quand je reprends le téléphone en disant que j'ai rompu et que je lui explique comment je me sens à mon futur enfant, je lui dis: «Bah, c'est pas ta mère, mais tu le savais déjà». Parce que cet Est-ce que tu enfant te projettes, ouais. ouais, c'est ça. Oui. Ça a été, c'est une inspiration de How I Met Your Mother, mais c'est l'inverse. How I Met Your Mother, c'est dans le futur, il parle du passé. Moi, c'est dans le présent, mais je parle au futur. Mais sauf que c'est réel. Donc c'est ça le truc, c'est ouais. Ça va les backups? Ah ouais, ouais, là, ils sont toujours sur le bureau, j'en ai plein. J'ai des drives, j'ai des Dropbox. Ah ouais, ça, c'est je perds ça, je Ouais, c'est un saurais projet pas ça d'une vie, bah, c'est le projet d'une vie, ouais, c'est ouais, vraiment ouais, mais complètement. j'ai fait des backups avec, des backups de backups de backups, quoi. Ouais, Vraiment, ouais, ouais. Ouais, je me suis dit, si je perds ça, c'est compliqué. Enfin, je sais que voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais ouais, ce serait très compliqué, ouais. c'est beau, hein. Continue. Moi, j'adore justement les gens qui se filment pour parler à «leur futur moi» entre guillemets. Je sais pas si tu as vu, MrBeast il y a pas longtemps, il en a reparlé de sa vidéo d'il y a 10 ans. Ouais, c'est une grosse inspiration, pour moi, MrBeast. Vraiment, en termes de détermination, c'est la première fois que j'ai été, choqué par quelqu'un. D'habitude, j'ai toujours: «Ouais, franchement, c'est bien», mais parce que s'il y a bien un point, dont je suis fier, c'est justement cette partie où je lâche pas. La persévérance, c'est que je me dis: «Si j'ai un truc et vraiment je le veux, je vais pas lâcher». Et et pour la première fois, il y en a quelques-uns, on va dire, il y a Ronaldo, MrBeast, où il y a vraiment des gens où je me dis: «Waouh, la constance». Ce qui m'étonne le plus, c'est pas d'être motivé pendant un temps. Motivé, tout le monde peut faire des sacrifices pendant un temps, Ouais, complètement. mais sacrifier toute sa vie c'est ça c'est ça et le pire, c'est même pas ça, c'est atteindre son résultat et continuer à être motivé. Wouah, ça pour moi, je crois que c'est ça le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent: «Ouais, un jour, si j'ai un rêve, si» mais bon, si tu as marqué, en finale de coupe du monde, je une bêtise, tu as marqué en finale de coupe du monde, tu as gagné la coupe du monde, retourner le lendemain à l'entraînement, wouah, Ouais, c'est complètement. ça, c'est wouah, c'est pour moi, c'est ça c'est les rêves qui continuent à te faire rêver et que tu maintiens ta discipline. Parce que motivé, tout le monde est motivé à un moment donné. Tout le monde a Ça fluctue à fond. ça fluctue. C'est la discipline qui me choque et là, MrBeast, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Vu la Il a vie des qu'il a. centaines de millions, il a vraiment prouvé qu'il voulait créer le meilleur contenu qui est online. Bien sûr, type YouTube, je ne parle pas d'autre chose. Franchement, il l'a fait, que ça nous plaise ou pas. Ce qu'il a fait, c'est juste, personne ne sait faire ça. Il y avait une ère dans YouTube. Pour ceux qui se rappellent, il y avait un gars qui s'appelait Casey Neistat qui avait révolutionné YouTube. Révolutionné parce qu'il apportait un univers avec lui. Justement, si on en parlait avec le projet, Mmh. lui, on voyait sa femme, le facteur qui est tout le temps là, avec ses codes, avec le skateboard, etc. Et sa manière de filmer, de narrer, tout c'était Casey Neistat. C'était vraiment, il était différent des autres. Mais là, MrBeast, c'est un niveau stratosphérique. Vraiment, moi, ce qui m'étonne, c'est pas les budgets, etc. C'est juste le fait qu'il arrive à être discipliné, constant pendant autant de temps, malgré avoir réussi. C'est ça qui me choque. Moi, ce que j'aime bien, chez lui justement, c'est qu'à première vue, quand tu vas regarder ses vidéos, les gens qui ne le connaissent pas vont se dire: «C'est que fric, fric, fric». Mais en fait, Mhm. quand tu regardes le passé, moi, ce que j'aime bien, c'est ses valeurs, c'est beaucoup aider les gens. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait Ouais. tout le temps. Là, maintenant, évidemment, il aide on va dire des proches ou des gens un peu tirés sur le volet, mais c'est vrai que dans ses premières vidéos, je sais pas si tu as vu, mais quand Mhm. il fait gagner justement des caddies C'est son premier remplis à truc, ouais. des Son premier, ou le son- premier 10 000, ouais, le premier 10 000, ouais. Il a dit si vous faites 10 000 parce que le thumbnail c'est important, je le donne entièrement. Et il le croyait pas, il l'a fait. Non, vraiment, c'est ça. Et puis, il y a, je crois qu'il y a, je crois qu'il y a une partie, je serais pas étonné d'apprendre qu'il y a une partie d'autisme, avec tout respect, hein. C'est juste, on voit qu'il y a certaines personnes dans le spectre autistique, par exemple, les Asperger, Elon Musk et cetera, Greta, sont des personnes qui arrivent à rester focus sur quelque chose pendant extrêmement longtemps et ne pas être distrait sur une direction, une tâche et c'est incroyable. Les résultats, quand tu arrives à être focalisé sur une seule chose, ça se démultiplie. Et le problème, justement, c'est ça, c'est qu'un des problèmes que j'ai eu, c'est qu'avec toutes les opportunités, et encore, j'ai ce problème encore là maintenant, c'est que tu as plein d'opportunités qui viennent et de pouvoir dire non, je vais me concentrer que sur une chose. Ça va quand on te propose, je dis une bêtise, mais on te propose, je sais pas,
d'aller boire un verre ou un truc, tu peux dire: «Bon, bah, ça va, c'est pas trop compliqué de dire non». Mais au plus tu montes, au plus ce qu'on va te proposer va être exceptionnel. Et par exemple, le film, c'est un bon élément. C'est si tu fais le film et il y en a plein comme ça, hein, je parlais de sport de combat, Cyril Gane, un combattant connu, ben, il s'est un petit peu éloigné de la cage parce qu'il a fait un film. Mais à partir du moment où tu t'éloignes un petit peu, il y a la différence entre ceux qui restent focus que sur une seule chose et une seule chose et c'est ça le plus compliqué. Ouais, et puis comme tu dis, au plus ça évolue, au plus les propositions sont incroyables. Et quand tu regardes ton target, il est, j'imagine, à 100 et les propositions se rapprochent de ton 100, mais c'est pas C'est ton vrai ça, objectif. c'est Et ça. tu te dis: «Ouais, ça peut m'intéresser», mais en fait, c'est là, comme tu dis, tu t'éloignes. C'est une technique, je sais plus très bien qui partage. Il y a un entrepreneur américain, si je me trompe pas, c'est dans Diary of a CEO, donc c'est un de mes podcasts favoris, c'est sur l'entrepreneuriat. C'est un gars qui s'appelle Steve Bartlett. En gros, Steve ou Steven. En fait, il explique un truc qui est, super intéressant dans un des podcasts, c'est pas lui qui l'explique, c'est un de ses invités. Il explique, il dit: «Quand tu, te retrouves, si tu veux savoir si une société va fonctionner ou pas, il y a une technique qui fonctionne très bien pour voir si ça va marcher ou pas. Bon, bien sûr, tu as tous les facteurs extérieurs, mais par rapport à cette personne, c'est sa capacité à se concentrer sur une et une seule chose. Donc, il dit, par exemple, Elon Musk, et parce que c'était une technique qu'il avait donnée, parce que c'était, ah ben voilà, c'est un gars qui avait travaillé avec Elon Musk, c'est le gars qui a créé, c'est quelqu'un d'important qui a, ça va me revenir, qui a créé une énorme boîte et qui avait travaillé à l'époque avec Elon Musk. Il explique que c'est une des grosses leçons qu'il avait eues et justement cette capacité qu'il avait développée, il avait énormément aidé là-dedans. Et l'idée est la suivante, c'est que tu dois te mettre une ou deux tâches, maximum 3 par jour. Et ces tâches-là, tu dois dire quoi qu'il arrive, je dois faire ça. Et tout le reste, c'est, il appelle ça du bruit, noise. Il dit, le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui vont essayer d'avoir ton attention. Parce que l'attention, c'est, en tout cas c'est ce que je pense, c'est ce que tout le monde cherche. C'est-à-dire les marques cherchent ça pour leurs clients, un bébé pour sa maman, toi avec ta copine, tout le monde veut avoir de l'attention. Et en fait, le problème, c'est que dans cette les réseaux sociaux sont spécialisés là-dedans et Netflix le dit, ils sont en compétition dormir. Ils disent voilà: «Sleep is our biggest competition». C'est quand même fou, mais Ouais, c'est c'est incroyable. de dire, c'est que, ils ne l'attention pour moi, c'est une des sources les plus valorisées, en ce moment et comme tout le monde veut ton attention, au plus tu montes, au plus tu as de monde et en plus au plus ils sont bons pour te proposer des choses pour ton attention. La capacité à rester focalisé juste sur les deux trois choses qu'il faut que tu fasses. Parce que tu as souvent une liste de 10-15 choses. Ah, je dois aller faire des cours, je dois faire ci, je dois faire ça. Et de faire ça et te concentrer que là-dessus pendant une longue période de temps, c'est énorme sur ton succès. Énorme, énorme. Donc là, maintenant, je m'étais dit, OK, bah maintenant, j'essaye à chaque fois de me dire, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il faut que j'arrive à faire ces deux ou trois choses. Juste ça. Et il y a des moments où tu es distrait, tu dois faire d'autres choses, n'importe. Il y a sorte de 3 choses, ça change beaucoup. Tu pars vite, hein, l'air de Ouais, rien. Enfin, et ouais. en plus avec les réseaux maintenant, c'est une Les notifications, fricrasse les entre guillemets. appels, et c'est normal. Je dis une bêtise, mais ta femme te dit: «Tu dois aller chercher ton enfant à l'école». Est-ce que Il y a tu un vas dire moment, non? attends. Tu vas dire non, mais il y a ça, mais c'est normal. Mais c'est ça le truc, c'est que si tu te dis: «Voilà, je vais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus et pour moi, c'est un objectif et ça compte plus que tout», bah, c'est les résultats sont beaucoup plus grands, mais c'est parce que ça a des sacrifices. Prioriser, hein. Ouais, c'est ça, c'est priorité. Il y a aussi la phrase toujours des, être 1 meilleur chaque jour, bah, au final, c'est exponentiel à la fin. Exponentiel, ouais. C'est incroyable, ouais. Exponentiel, ouais. Et pour tes voyages, au tout début justement, tu as commencé, tu avais ton concept, mais c'était quoi? C'était qui, si je sais pas si tu peux le citer, ton sponsor, ou de moins dire une fourchette, pas le prix exact, mais Mmh. combien tu as pu lever pour Il qu'on y a aucune, comprenne un petit peu, question tabou, hein. Tout ce que tu veux me demander, il y a aucun stress. En gros, nous, ce qu'on avait enfin, je dis «nous» maintenant parce qu'on a une équipe, mais à la base, j'avais commencé tout seul et les marques qui venaient me voir à l'époque, je trouvais ça énorme. Ils proposaient 500 ou 1 000 €, mais 1 000 €, ben, en étant voyageur, bon, étudiant, enfin, sortie d'études, pour moi, c'était backpack. Moi, avec 1 000 €, je pouvais vivre, 3 semaines Ouais. sans aucun problème. Mais je refusais. Je refusais et la celle qui était le plus compliqué, c'était une campagne même pour la télé.
c'est justement celle dont j'ai parlé. Je vais pas, par respect, je vais pas nommer la marque, mais c'était une compagnie aérienne qui voulait que je me mette à côté du pilote et que je dise un truc, genre fine, un truc comme ça. Et je crois que celle-là, c'est la plus grande et c'est la première fois, c'est 5 chiffres, c'était 10 000 euros. Mais 10 000 euros, Ça fait moi, à tout gagner, l'époque, quoi. c'était ouais, c'était et refuser ça, je me rappelle, maintenant j'en ai plus honte et genre je souris avec ça, mais quand j'ai refusé ça, je dormais dans un coffre. Je me rappelle, j'étais au Costa Rica, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir m'acheter il y avait un hôtel, il y avait plus d'hostel. On avait loué une voiture, on était 2 ou 3 potes et j'avais dormi dans le coffre. Et qu'au moment où je refuse, je dors dans le coffre. Et tes potes, ils le savaient? Non, non, ah non, non justement, parce que si Parce qu'ils auraient pu t'influencer. c'est Ouais, ça, ouais. il m'aurait influencé, il m'aurait dit: mais non, blablabla» «Regarde, on sera bien à et la l'hôtel». pression sociale, ouais, c'est sûr et certain, on aurait pété. Non, non, justement, c'est, c'était mieux à certains moments de juste parler parce que je dis pas qu'ils ont pas la capacité de comprendre, mais peut-être les valeurs, c'était peut-être pas les mêmes. Pour moi, c'était vraiment tout parier sur le long terme et là, il y avait une possibilité de changer ma vie très fortement sur là-dessus, mais si j'avais accepté ça, les marques m'auraient pas fait confiance sur le long terme. C'est justement d'avoir été discipliné au départ et de pas avoir accepté certaines choses, que certaines marques après m'ont fait confiance et m'ont dit: «OK, vas-y, ta carte blanche». Donc C'est voilà. des beaux principes que tu as de voir long terme, parce que c'est ce que je dis beaucoup autour de moi, c'est qu'il y en a, ils réfléchissent toujours beaucoup trop au court terme. Mmh. C'est vraiment l'instant présent, par exemple avec une somme d'argent, si je vais la prendre maintenant au détriment de sa loyauté ou ce genre de choses, et Ouais. je trouve que c'est pas, tu te perds, enfin, c'est pas du tout le bon plan. Je trouve que, par contre, pour défendre, le court et le moyen terme, je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de prévoir à long terme. Je trouve qu'on rentre dans un monde où, les incertitudes, en tout cas la fréquence et même l'intensité des incertitudes, je trouve qu'elle grandit, d'année en année, donc c'est plus compliqué de se dire: «Voilà, je vais me projeter». Je me rappelle quand j'avais 10 15 ans, je pouvais me projeter sur 10 15 ans. Maintenant, me projeter sur 10 15 ans, Mais la technologie, tout et le monde évolue beaucoup trop vite. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Statistiquement, arriver à ton objectif de fin, ce serait intéressant de voir, à l'époque par rapport à maintenant, mais je pense que statistiquement, tu aurais entre guillemets «moins de chances» d'y arriver tellement ça Ouais, c'est évolue. ça. Il y a des éléments qui sont en ma faveur et d'autres pas, donc il faut surtout pas minimiser le facteur chance. Hem, j'ai essayé de multiplier les opportunités, mais clairement, il y a eu des choses qui ont fait que ça a pris alors que ça aurait pu pas prendre du tout. Par exemple, la manière dont c'est devenu viral, j'ai fait 1000 techniques. Il y en a plein qui connaissent cette histoire, mais heu, quand j'avais dit que j'avais tout le temps mon panneau enfin ma pancarte, pardon, heu, il y avait j'étais à 6 heures du matin, je pense, au Mexique et il y avait, tu sais, les mais pourris. Enfin, pas eux, mais vraiment un truc qui a rien à voir avec ce que je fais, genre chasse et pêche, qui filmait un truc, je sais pas, les moules ou un truc comme ça, mais vraiment un truc ridicule. Je sais plus du tout ce qu'ils filmaient et j'avais dit à mon pote, j'ai dit: «Attends, j'ai une idée, prends le téléphone et filme». Il dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Ils vont jamais t'interviewer, qu'est-ce que tu fais?» Je dis: «Tout ce que je te demande, c'est prends ce téléphone et filme». Donc je vais vers eux et je dis: «Ah bonjour, je m'appelle Jonathan et j'aimerais juste passer un message à ma mère». Ils me disent: «Quoi?» Je dis: «Oui, bah, je voyage à travers le monde, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon job et cetera, mais je veux juste que ma mère sache que je vais bien» et je sors le panneau et ils rigolent et ils me filment, mais ils s'en foutent, ils font passer ce truc, mais ils trouvent l'initiative drôle. Ouais, ouais. Et je reviens chez mon pote et il me dit: «Mais tu bête, c'est très bien qu'ils vont jamais passer ça» et en fait, je dis: «Je sais, mais pas de Tu ton l'as. téléphone. Moi, j'ai le tu l'image». Donc en fait, j'ai envoyé un mail à RTL et je leur avais dit: «Écoutez, voilà, je comprends pas, je suis belge ici au Mexique pour l'interview et on parle de mon histoire et en Belgique, je trouve ça vraiment, pas top». Donc et j'ai pré-mâché. Ah ça, c'était super important. Les journalistes, si vous voulez avoir de la visibilité, pré-mâcher tout, ça change énormément. Donc par exemple, je leur avais dit: «Voici mon histoire, voici les photos que j'ai déjà faites, voici, l'accord qu'on avait eu avec, NRJ et je vois qu'il y a déjà des médias qui en parlent et c'est triste qu'en Belgique, il y en ait pas». Ils m'ont mis sur le prime time. Ils m'avaient mis dans «De quoi je me mêle». C'était, J'ai vu sur ton Insta. ah voilà. Donc il l'avait mis, mais c'est il y a très, très, très longtemps et je me rappelle, j'étais resté, près de mon téléphone et au moment où ça passe à la télé, je me dis: «Waouh, je vais devenir une star, ça va exploser». J'avais 400 personnes sur mon Insta. Je crois que la moitié, ça devait être ma famille et encore, vraiment
personne n'avait beaucoup d'intérêt pour le projet. C'était vraiment le tout début. Et, euh, et je regarde et je crois que j'ai gagné 20 personnes. Mais vraiment, quand j'ai 20 personnes, c'était, et encore 20 personnes, peut-être que c'était beaucoup. Et donc, je me dis, mais comment est-ce que je vais atteindre un numéro suffisamment grand pour attirer une marque? Je dis, jamais avec, avec ce que j'ai, jamais ça va marcher. Alors que tu avais entre guillemets «tout misé dessus» quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Je misais tout. Je me Parce que disais, ta bon. stratégie était bonne, hein, sur papier, Oui, c'est ça. ouais. C'est que je me disais, bon, là, il y a. C'est ce que je dis, c'est que je me focalisais que sur les choses qui étaient entre mes mains. Et la réussite, c'est ce que je dis, c'est qu'elle est contextuelle. Il peut y avoir un environnement qui fait que quelque chose est favorable. Quelqu'un s'est réveillé de bonne humeur et dit: «OK, je vais te donner ta chance». Et ça se trouve, cette personne s'est réveillée de mauvaise humeur parce que sa femme, il a eu une dispute la veille et ça passe pas. Donc c'est pas entre tes mains. Donc là, je me dis: «Bon, OK, bon, bah, j'ai compris que peut-être qu'il y avait beaucoup de friction». Heu, Prendre son téléphone, se rappeler du nom, Mom, I'm fine. Comment est-ce que tu l'écris? Avec un U, avec un O? Est-ce que c'est la manière américaine ou anglaise? Est-ce que c'est I am ou c'est I'm? Et je me dis, en plus, allez, faut que tu ailles sur Insta. Les gens, est-ce qu'ils ont Insta quand tu regardes enfin, c'est mes parents, est-ce qu'ils ont Insta? Ben non. Donc, plein de choses comme ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer d'aller, de développer ça sur Insta. Et j'avais regardé les top, les plus gros comptes du monde sur Instagram. Et je m'étais dit, si je peux être sur un de ces comptes, c'est sûr, ça va prendre. À l'époque, la numéro 1, c'était Selena Gomez. Je me suis dit: «Bon, elle est mexicaine, peut-être que ça je suis d'origine mexicaine». Je me suis dit: «Bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose». Mais impossible, jamais. Mais j'avais vu en parcourant la liste qu'il y avait des sites qui étaient des sites curateurs, ça s'appelle. Ce sont des sites qui sont des très gros sites, mais qui partagent le contenu d'autres personnes. Donc, c'est souvent sur de l'humour ou des choses comme ça. Ouais. Et donc, il y avait 9gag, LadBible. Enfin, pour ceux qui connaissent les références, 9gag est quand même, très connu. Je crois qu'ils ont 30 millions, peut-être même plus maintenant parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Et je leur avais envoyé un mail, de nouveau en pré-mâchant tout. Parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment pré-mâcher. Parce que sinon, les gens, au moins il y a de friction, au plus il y a de chances que Ouais, ça bien passe. sûr. Donc voilà, donc je voulais éviter les frictions de leur côté. Donc je pré-mâche tout le boulot. Et j'attends une semaine, 2 semaines et rien. Puis je me dis, bon, bah, je suis sûr et certain que sur les millions de personnes, je ne suis pas le seul qui a pensé à cette idée. Donc j'ai eu une idée. Bon, maintenant, maintenant, la faites pas parce que je crois qu'ils sont courants. Avec, il y a quelques podcasts où je l'ai dit. Mais à l'époque, été dans. Il y avait un J'avais été sur leur page web et il y avait, service légal. Et donc j'ai cliqué sur service légal, j'ai vu un mail et donc j'ai envoyé un mail en leur disant: «Écoutez, voilà, j'ai essayé de joindre, votre équipe, mais maintenant je passe par le service légal parce que, l'exclusivité, elle se termine dans 24 heures». Donc ils me répondent, ils me disent: «Mais de quoi vous parlez?» Je dis: «Ouais, je leur ai envoyé une proposition en disant que je voulais, leur donner l'exclusivité pour, l'info, mais si jamais, ils me répondent pas, ben, dans 24 heures, c'est fini, donc je la donnerai à quelqu'un d'autre». Donc lui, il sait que la pression peut être sur lui. Donc il était voir l'équipe. Et là, je passe tout au-dessus de la pile. Je passe plus, genre, parmi tout le monde. Il dit: «Ah, mais écoutez, il y a une exclue, machin». Mais quand quelqu'un du légal vient dire: «Il y a une exclue là-dessus, il vaudrait mieux qu'on en parle», la responsabilité de celui qui oserait dire non est beaucoup plus Engagé, complexe, ouais, ouais, ouais. engagée. Donc il ose peut-être pas dire non. Il dit: «Bon, bah, on va faire quelque chose». Donc il m'a envoyé un message. Il m'a dit: «Ah, OK, bah, parle-nous un petit peu de ton histoire, blabla». J'étais en Colombie à ce moment-là en train de faire le tour et eux, ils étaient en Angleterre, c'était Lad Bible et c'était Lad Bible et puis après, ça avait été repris par Ninja sans mettre les crédits. Pas bien. Donc du coup, ils me disent: «OK, on va écrire quelque chose sur ton histoire, on va le mettre sur le site internet». Je me réveille et à l'époque, c'est plus comme ça, mais il y avait les notifs sur les follow qui faisaient du bruit. Mon téléphone faisait drrrr, mais j'arrivais quasi même pas à débloquer mon téléphone. J'avais 400 personnes, je me suis réveillé avec 10 000 et de là, 24 en une nuit, même 10 pas heures. quelques heures, 10 heures, 10 heures. Puis là, ça prend des proportions énormes. Heu, ABC, Fox News, Cosmopolitan, la mère de Kim Kardashian, tout le monde en parle. D'ailleurs, et je me suis dit: «Là, les prochaines heures, elles sont cruciales. Il faut que je sois vraiment ultra Actif. réactif. Là, je dorme, il faut plus que je dorme». Donc je crois que je donnais, entre 20 et 30 interviews par jour. Donc je m'étais dit: «Vas-y, bombarde, il faut que tu y ailles». D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait la mère de Kim Kardashian qui avait dit, «Je rêverais que mes filles fassent ça». J'avais répondu, «I can make this happen». Je peux vous aider si vous voulez. Donc de nouveau, ça avait repris. Mais je savais que le ces jours-là, ça devient viral, ça prend, mais il faut que tu te dépêches parce que tu as quelques jours où tu as l'attention des gens et il faut que faut le faire au max. Tu une fenêtre de tir, quoi. Ouais, j'ai une fenêtre de tir, faut que j'en profite. Donc j'ai presque pas dormi
Et en plus, avec les décalages horaires, il y avait différents médias de différents. En Russie, c'était Sputnik. Après, c'est l'Europe et après, c'est l'Amérique. Donc, ouais, je dormais pas beaucoup. Et là, il y a eu un moment où ça se tasse. Je crois qu'en une semaine, je suis à 100 000. Et là, je me dis, OK, là, ouais, 100 000 followers. Ah ouais. Ouais, ouais, c'était énorme, énorme. Mais en termes de visibilité, il y avait des vidéos qui avaient été reprises avec les photos. Ils racontent l'histoire sur Facebook. En plus, il y avait le lien. Il y en a une qui a fait 100 millions de vues. Mais 100 millions maintenant, bon, c'est beaucoup, c'est toujours beaucoup, mais ce que je veux dire par là, mais à l'époque, 100 millions, c'était énorme, énorme, énorme. Il y a 10 ans, c'était énorme. Donc, ma mère, je me rappelle, elle gardait, c'était trop mignon, elle avait gardé tous les articles des journaux. C'est Elle les a mis, ouais, c'est trop mignon, elle était trop contente. Donc, du coup, pour l'anecdote, en Flandre, ils avaient dit un flamand parce que j'habitais Dilbeek. Donc, les Français francophones disaient un Belge. Enfin, voilà, il y avait un petit peu de tout. Et puis, mais je me suis dit, attention, ce qui monte très rapidement peut très rapidement descendre. Et le problème, c'est pas avoir de l'attention, c'est de la maintenir le plus compliqué. C'est pour moi, enfin, à ce moment-là, je m'étais dit, OK, là maintenant, il faut que je délivre. Et justement, quand j'étais en Colombie, je descendais pour aller vers le Pérou. Et c'est là où j'arrive à faire la photo avec une des 7 merveilles du monde, donc le Machu Picchu, où ils arrivent à fermer une partie pour que j'arrive à prendre ma photo. C'était des jours de négociation. Mais vraiment des jours. Et je m'étais dit, il faut vraiment. Et je dis, écoutez, voilà, regardez les millions de vues que ça peut avoir. Vous pouvez avoir une campagne internationale gratuitement. Il n'y aura rien de politique, pas de marque, rien. C'est juste, je veux faire une photo. Je dis à ma mère que je vais bien, je le mets sur mon compte, c'est tout. Et je m'étais dit justement, j'avais zéro marque. Bah, déjà avant parce que j'avais personne qui me suivait, mais après ça, j'avais zéro marque. Donc, ils voyaient que vraiment, je voulais garder cet ADN. Et la première marque, c'était des mois après, et c'était l'Agence belge de développement. C'était un truc, un projet humanitaire. Donc du coup, je m'étais dit: «OK, là, mon but, c'est d'essayer de maintenir un maximum cette image parce que je veux pas du tout qu'on détruise ce». Je voyais qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient faire certains rapprochements. Donc par exemple, essayer de s'approprier un peu le projet. «Ah, c'est moi qui l'ai guidé, c'est moi qui avais dit ça». Ouais, alors que c'était pas vrai. Il y a plein de gens qui l'ont fait. D'autres personnes qui disaient, «Ah, il est mexicain, il est belge, non, il est ci». Et alors, certains partis politiques aussi qui ont demandé, «Ah mais tiens, on voit que» je vais pas dire quoi que ce soit, mais tiens, on a vu que tu as fait ça pour l'écologie, est-ce que bla bla. Et donc justement, des gâteaux. tout le monde veut une part, ouais. Et donc du coup, essayer de maintenir le cap. C'est pour ça que je dis c'est très compliqué et je comprends qu'il y a des jeunes qui font des erreurs parce que, où est-ce que tu apprends à c'est du management, quoi. C'est vraiment du management. J'avais fait une erreur. L'erreur, elle a duré 7 minutes. J'étais parti au Brésil et je voulais faire une photo dans une favela. Au Brésil, il y a 2 types de favelas. Il y a les favelas qui sont les favelas pacifiées. Ça veut dire que la police a le droit de rentrer. Ça veut pas dire qu'elles sont en paix. Et il y a les autres. Et il y en a où c'est possible de rentrer, il y a pas de problème. Et je me rappelle, à l'époque, en Belgique, il venait d'y avoir les attentats, c'était en 2016. Et il y avait eu ceux de Paris, on avait appris que c'était la Belgique aussi. Donc la Belgique, elle avait une image internationale. Moi, j'étais en Amérique latine. Ils disaient: «Mais vous êtes des dangereux». Mais j'étais dans une là, il y avait un gars qui m'avait arrêté, qui m'a dit: «Ah, tu viens d'où?» Et j'osais pas trop dire Belgique parce que je me disais: «Je préfère dire Mexique que Belgique» parce qu'ils disent européen, argent. Donc je m'étais dit: «Je vais dire Mexique». Il me dit: «Mais tu un accent un peu français». Je dis: «Ouais, mon père est belge». Et et il me dit: «C'est dangereux là-bas». Je dis: je «Quoi?» Il se retourne, il part, il avait un pistolet à l'arrière. Je me suis dit: «Il y a un gars dans une favela avec un pistolet qui part, qui me demande ça, qui pense qu'en Belgique, enfin qui pense qu'il y a un problème en Belgique». Donc je m'étais dit: «Bon, bah, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'Atomium». C'est je me suis dit: «On va faire quelque chose». Et en fait, la fête nationale tombait juste un petit peu après les 6 mois après l'attentat. Donc il y avait vraiment il y avait un message, derrière. C'était ouais, c'était une symbolique et la fête nationale et cetera. C'était vraiment pour essayer de montrer, on va faire quelque chose pour la Belgique et dire: «Voilà, j'aime ce pays parce que j'aime vraiment la Belgique». Et là, et donc il y a des flics qui me croisent et qui me disent: «Ah, qu'est-ce que tu fais là?» Et je leur explique et je leur dis: «Écoutez, voilà», je crois que ça s'appelle BOP ou je sais plus, c'est une ils ont l'air bien costauds et c'est pas des flics, qui font la circulation, qui m'ont dit, «Bah, écoute, c'est peut-être un peu dangereux». Je dis: «Ouais, mais j'ai vraiment besoin d'une photo là, maintenant sinon je suis venu pour rien». Je dis: «Bah, si tu veux, tu peux la faire avec nous». Donc ils m'ont amené dans un endroit
et je monte tout en haut. Vue incroyable sur Rio, mais vraiment magnifique, coucher de soleil. Et je leur dis: «Écoutez, voilà, vous avez peut-être vu la photo que j'ai fait avec l'armée, colombienne. L'armée, ils me tiennent par l tête en bas, avec les jambes, et cetera, genre ils m'agressent, quoi». Et je dis: «Bah, comme vous pouvez remarquer, j'aime pas les photos où je suis juste à côté de vous et je veux pas juste sourire et faire ça, faut trouver un truc un peu original». Et ils ont dit: «OK». Ils m'ont mis à genoux et ils ont mis un pistolet comme ça et il y a quelqu'un, un d'eux qui tient le panneau, genre comme si je m'étais fait arrêter, mais moi je trouvais ça drôle la situation. Je me dis: «Dans quel enfin, où est-ce que je me mets dans cette situation?» C'est juste, c'est fou. Trop content, je la publie Ah et à ouais. ce moment-là, 2016, il y avait, un contexte, c'est que cette police-là sortait beaucoup de gens, vers les favelas du centre parce qu'il allait y avoir soit la coupe du monde, soit les JO, un des 2. Je sais qu'il y a eu 2016 et 2020 ou un truc comme ça, 2012, je sais plus. Et donc on était en plein dedans et là je vois dans les commentaires beaucoup de gens qui disent: «C'est pas drôle, ça nous arrive» et cetera. Et là, je me suis senti trop mal. Le nombre de likes a explosé. J'ai jamais eu autant en aussi peu de temps, mais j'ai compris, je me suis dit: «Ouf, il peut y avoir, un truc où ça va». Buter. Donc je l'ai enlevé après 7 minutes alors que c'était, la meilleure photo, enfin en termes de résultats, de Mmh. likes. Je me suis dit: «Ouais, non, enlève-la» et heureusement je crois que j'ai évité une balle, mais sans jeu de mots avec, ce qui s'est passé avec lui. Donc C'est vrai que ouais, c'est là qu'une fois que tu commences à avoir de la visibilité, comme on l'a dit, d'une part, tout le monde veut sa part du gâteau et puis c'est vrai que ça peut vite être mal interprété, quoi. c'est ça, ouais. Même si tu fais les choses bien. Ouais. Ouais, surtout que les gens, enfin, tu vois, quand tu arrives avec ton contexte et tes yeux, tu peux pas percevoir tous les univers qu'il y a autour de toi et la manière dont ils perçoivent le monde. Donc toi, quand tu es là, tu te dis: «Ah mais c'est trop drôle, je me suis fait arrêter, je suis dans une favela, je sais que je suis un touriste dans ma tête, je suis un touriste, j'ai un backpack, on m'a arrêté» et au final, c'est faux. Ma mais maman, je vais bien. Donc moi, à travers mes yeux, ça va, Bienveillant. mais c'est bienveillant. Mais alors quand tu vois le contexte de ces personnes qui vraiment ont eu des problèmes, qui, toutes les personnes pauvres, et se faisaient, malmener et on les emmenait dans les favelas, tu dis: «Ah ouais, ouais, non, non, là, c'est pas du tout le même contexte, j'ai pas du tout envie Là d'être là, qui ça, tourne quoi». mal, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et comment tu as vécu les 100 K d'abonnés en une semaine? Ça a dû, 1er jour, ça a dû te retourner, quoi? Ah, j'y croyais pas, surtout qu'en fait, pour la petite histoire, il y avait une fille à l'époque que j'aimais bien et elle avait Insta. Moi, j'avais pas d'Insta avant de j'ai vraiment commencé directement avec ce projet, j'avais pas d'Insta, j'avais juste Facebook et je me rappelle, à l'époque, elle avait, 12 000 14 000 followers. Ah, je me suis dit: «Waouh, 12 000». À l'époque, Facebook, on avait, 500 000 personnes. Pour dire quelque chose, quand on avait Facebook, on avait peut-être 1 000 contacts, je dis à peu près. Quand on avait 2 000, c'est: «Waouh, tu connais du monde». Elle en avait 18 000. Enfin, followers, c'était pas la même chose, mais on se comprend. Pour moi, 18 000, je me dis: «Waouh, c'est énorme, mais c'est qui?» Enfin voilà, je me sentais genre, gêné par rapport à elle, genre je la trouvais, importante et puis quand mon pote m'a dit, «Ah mais en fait, là maintenant, tu plus qu'elle». C'était un choc. Ça a été un vrai choc parce que c'était pas le chiffre. Pour moi, c'est là maintenant, j'ai des cartes avec lesquelles je peux jouer pour aller chercher des marques et pour maintenir l'attention aussi parce que, par exemple, il y avait, ah bah, justement, je l'ai pas utilisé, mais j'ai utilisé l'histoire avec cette fille pour pouvoir avoir de nouveau de l'attention. J'ai essayé de jouer avec les médias. Donc par exemple, il y avait, Cosmopolitan qui m'avait fait une interview en disant: «Ah, c'est trop mignon ce qu'il a fait, bla et cetera» et j'ai recontacté Cosmopolitan et j'avais dit: «Mais il y a une fille que j'aime bien depuis des années, mais elle sait pas ce que je fais». Mais c'est vrai, elle savait pas ce que je faisais et en fait, j'avais décidé à l'époque, je m'étais dit, «Bah, peut-être qu'un jour, elle va peut-être remarquer si je fais un truc où elle sait qu'elle m'intéresse». Donc j'avais enlevé je suivais personne. La seule personne que je suivais, c'était elle. Et donc il y avait une personne et donc mais je sentais que ça avait le potentiel de faire une histoire. Donc j'avais recontacté Cosmopolitan en je disais: «Bon, chouette l'histoire avec ma mère, mais en fait, il y a une histoire un peu cachée si vous voulez». Et ils ont fait l'article et ils ont dit, en fait, le gars, il a mis: «Ah, ça a de nouveau pété, ça a pris plein», ça a fait des histoires et je crois que j'ai pris peut-être 20 ou 30 000, mais avec quelque chose de réel, mais c'est le storytelling qui permet d'aider et d'avoir plus de visibilité, quoi. Donc bah, elle a été au courant et c'est ouais, c'était bien. Ce sera pas la mère de tes enfants? Non, bah, non, bah, du coup, bah, on va jamais dire jamais, j'en sais Ouais, rien, ouais, mais ouais, surprise. ah ouais, c'était la fille, j pour la petite histoire où j'avais fait la blague, mais c'était pas ma copine, j'avais dit: «J'échange», Ah oui, 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 oui. c'était elle, ouais. Comme Ouais, quoi tout est lié, quoi. ouais, ouais. Incroyable. Et après ça, donc après, bon là, tu étais en plein voyage. D'ailleurs, tu es parti combien de temps? C'est le moment où tu as bougé? Oh, tout le temps. En fait, j'ai voyagé pendant,
10 ans, enfin non, 7-8 ans. Et puis après ça, il y a eu plein de choses qui sont arrivées où je me disais, j'avais mis 5 valeurs. Voilà, comme ça, on va parler plus la partie business, on va dire. Depuis le départ, depuis le moment où je suis parti, je m'étais dit, je vais le traiter comme une entreprise, donc mission, vision, valeur, tout. Et sur les valeurs, il y avait daring, caring. Donc daring, c'est oser. Donc c'est pour ça que je voulais un truc qui est un peu, pardon pour les anglicismes, mais out of the box. Donc vraiment essayer d'avoir quelque chose qui est différent. Il y avait une autre partie qui était caring, qui était toujours faire attention aux autres, etc. Par exemple, caring pour ma mère, et puis après aussi faire des projets humanitaires. Donc on a travaillé avec la Croix-Rouge. J'ai été en mission à Madagascar avec UNICEF. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets humanitaires. Et on va en parler aussi. J'ai développé après ça Moment Find Project, qui est ma propre association. Et donc, c'était une des valeurs qui devait être respectée en disant, bon, bah voilà, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait cette valeur qui soit respectée. Et parmi ces valeurs, il y en avait une qui était positive. Je m'étais dit, bah, c'est normal, je souris tout le temps. Bah, ça correspond vraiment bien à moi. Donc, il y avait de l'authenticité, etc. Mais je savais pas j'avais pas compris que certaines valeurs pouvaient euh, s'opposer à un certain moment donné. À un moment donné, authenticité est positive. Bah, c'est bien, c'était positif. Mais si vraiment t'es pas bien avec ce qui se Il passe, y a plus d'authenticité. alors il y a plus d'authenticité. Ouais, ouais. Et puis caring, ok, caring, mais c'est jusqu'où? Parce que est-ce que tu vas faire plein de projets humanitaires? Est-ce que un bon exemple aussi, il y avait la planète. Le fait que j'étais pas du tout conscient des enjeux climatiques, mais à partir du moment où tu l'es, est-ce que tu te dis, je continue à voyager de la même manière ou pas? Donc là, j'avais décidé de mettre plein de choses en place. C'est le projet humanitaire, c'est ce que j'avais dit. Donc, on construit des écoles faites de plastique recyclé pour les enfants défavorisés au Mexique. Et puis après, on avait eu plein de choses. On avait eu, donc j'avais arrêté de manger de la viande, des systèmes de panneaux solaires, système de récupération d'eau, ne plus prendre des avions si jamais c'est possible à, je sais plus combien de kilomètres sur ce que j'avais dit, mais en Europe, sauf si c'est une île. Enfin, énormément de trucs. Mais alors, le problème, c'est que moi, je voulais essayer de montrer l'exemple et me dire, ouais, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, j'ai envie de prouver. Mais il y a toujours ce moment-là où il y a quelqu'un qui va dire, mais attends, mais t'es pas cohérent avec les valeurs que tu as mis il y a autant d'années. Et donc, le problème, pardon, c'est que tu évolues avec le temps et tu changes d'opinion par rapport à certaines choses. Et parfois, tu n'es plus aligné avec ce que tu pensais. Et c'est normal. Ouais, l'évolution, ouais, bien sûr. Il y a une évolution. Donc, le fait de sentir que tu penses d'une certaine manière et puis après, en fait, tu dois continuer parce que le projet est comme ça a facilité le fait que je me suis dit, il vaut mieux que j'arrête cette partie-là. Et donc, je peux donner plein d'exemples comme ça, mais pour moi, la partie la plus compliquée, justement, c'était, oui, c'est ça, la partie la plus compliquée pour moi en termes de valeur, c'était positif. Parce que à côté, j'étais avec Dire Noah, où j'étais en train de dire, voilà, j'aime tellement mon futur enfant que je sais pas si je veux l'amener dans ce monde. Et en ayant ce discours, tu peux pas à côté avoir une valeur viande, tu vois, genre, c'est juste pas possible. Et donc, je voulais pouvoir être plus dans la nuance. Pas dans le négatif, mais dans la nuance. Et avec Moment Fine, c'est pas possible. C'est si jamais tu dis je suis bien, mais ça n'a plus la même portée. C'est plus pareil, quoi. Donc, voilà. Et ton association, justement, tu expliques un peu plus, du coup, tu as construit Ouais. combien d'écoles? J'ai vu les photos, incroyable, Ah, merci beaucoup. vraiment super beau. Ça a été pour moi, je pense, le meilleur projet dans le sens. Il y a des projets qui sont des projets qui sont pas tangibles. Donc, un exemple, si on me dit, si demain tu as 60 ans et allez, plus tu as 80 ans, tu te sens pas bien, tu parles à tes enfants, tu dis que tu avais 100 000 followers, qu'est-ce qu'on s'en fout? En fait, il n'y a, pas- il y a rien de matériel, t'as rien partagé. Donc, je sentais un peu ce vide. Une fois que j'ai réussi à atteindre mon objectif, c'était de pouvoir voyager plus. C'était ça l'objectif de base. C'était pas d'être ni créateur de contenu. Comme je le dis à l'époque, on n'utilisait même pas le mot influenceur. Mais à partir du moment où tu le deviens, bah, c'est bien, tu as un style de vie incroyable, tu gagnes bien ta vie. Mais je trouvais que c'était un peu plat et c'était un peu égocentré. C'est juste regardez moi au final. Et par exemple, il y a eu des moments assez compliqués pour moi. Je pensais que je faisais quelque chose de nouveau avec les lunettes
je regarde à travers mon contexte et je comprends pas que le monde est vraiment différent. Bah, je disais, regardez ce que je partage, je le partageais vraiment avec la meilleure énergie possible, tout le temps en train de sourire, en train de dire, regardez, c'est incroyable, j'ai vécu ça, je sais pas, moi, comme je disais, j'ai vécu en Amazonie avec cette tribu, j'ai appris tel truc et je le partageais avec, comme si je le partageais quasi avec mon enfant. Et, euh, et le contenu devenait de plus en plus incroyable. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai jamais eu beaucoup de commentaires négatifs. D'ailleurs, les gens qui m'ont suivi, d'ailleurs, petite parenthèse, je fais une petite digression. Vraiment, la qualité des gens que j'ai eu dans ma communauté, c'était exceptionnel. Sur 10 ans, je pense que j'ai eu 2 commentaires négatifs. 2. Alors, je sais même pas. Maintenant, c'est Non, mais je sais vraiment, les gens que j'ai eus, je sais que j'ai vraiment eu énormément de chance parce que j'ai vu d'autres personnes qui n'ont pas du tout la même chose. Mmh. Et donc, justement, là, j'avais eu un message en privé de quelqu'un qui m'avait dit, écoute, je voulais pas te le mettre en commentaire. Ce qui est déjà sympa, bienveillant. C'est trop Ouais. gentil, exactement. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et qui m'a dit, mais quand je vois ton commentaire, ça me donne envie de me tuer. Et là, je me suis dit, waouh. Ah oui, c'est un peu plus ouais. Je me suis dit, mais en fait, bien sûr, on peut pas être conscient de tous les univers qu'il y a et toutes les perceptions. C'est juste pas possible. Mais à ce moment-là, je me suis dit, waouh, le but que j'avais, ce que j'avais avec justement cette partie positive, etc. Mais en fait, ça se répercute pas comme ça chez pas tout le monde, mais on sentait qu'on sent quand même maintenant beaucoup que beaucoup de gens sont accros aux réseaux sociaux et chez les jeunes, je crois que c'est 24% qui sont en dépression. C'est énorme. C'est un jeune sur 4 Ouais, complètement. Je pense qu'en dépression. Donc je me dis, ok, j'ai pas envie de participer sur ce monde intangible qui ne laisse rien de bien. J'ai envie de laisser une trace positive. Donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'était la chose suivante. J'hésitais entre deux problématiques parce que j'avais tout fait. J'ai fait une campagne pour le cancer du sein. Je sais, c'est bizarre, c'est masculin, mais c'était Ouais, trop bien. ma mère. Il y avait la Croix-Rouge avec des squats, la Croix-Rouge avec le Covid. Il y avait eu, je ne vais même pas tous les énumérer, mais l'Agence belge de développement, j'étais parti au Maroc. L'UNICEF, j'étais parti à Madagascar. J'ai fait ma propre initiative, on était parti à Saint-Martin quand il y avait eu tout qui avait été détruit. Donc à chaque fois, j'essayais d'utiliser mon compte pour donner de la visibilité à certaines choses, mais j'avais pas une direction claire. Donc, c'est quoi ton combat en fait au final? C'est bien de faire pour tel truc, tel truc, tel truc, mais au final, est-ce que tu choisirais pas un combat et tu le fais pas à fond justement Ce qui est déjà très bien de base, hein. Ouais. Ne fût-ce que déjà mettre à profit et aider, même si t'as pas un combat bien précis, c'est déjà. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que je me sentais mal parce que je me disais toujours, perfectionnisme dont on parlait, malsain. Ouais, mais tu pourrais faire plus. Pourquoi tu fais pas ça? Et pourquoi tu fais pas ça? Et alors tu te sens mal. Alors que lorsque tu te, tu te focalises sur une chose, c'est beaucoup plus facile de se dire non, attends, j'avance là. Là, c'est vrai, il y a d'autres problèmes et je sais pas tout faire. Bien sûr. C'est vrai, il y a d'autres perceptions qu'ont les gens de ce que je fais, mais je dois me focaliser sur ce qui est entre mes mains au final. Et ce qui est entre mes mains, c'est euh, choisir un combat. Et j'hésitais entre 2 combats, l'environnement et l'éducation. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas lier les deux? Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de créer des écoles faites de plastique recyclé pour les enfants défavorisés. Et j'ai décidé le Mexique juste comme clin d'œil pour ma mère et mes origines. Faire en Belgique, je crois que bon, ça va. Chez le gouvernement, a de l'argent pour construire une école si c'est vraiment nécessaire. Mais ici, mais au Mexique, c'est un peu plus précaire, quoi. Donc, on a décidé de le faire. Et le pari était le suivant. On essaye de le faire sans l'aide de marque, sans l'aide de gouvernement. On entend s'il y a un échange qui est demandé. Donc, s'il y a une marque qui a envie d'aider, mais qui n'attend rien de ma part, Ok. je rends. Et donc, il y a eu plein de marques. Ça a été très compliqué aussi à ce moment-là. Il y a eu des marques qui ont proposé de l'argent. Je pense, je ne vais pas dire qui, mais une bouteille rouge. Avec un chapeau de Noël. Mais je vois pas du tout de qui tu parles. Voilà, on ne sait pas du tout. Donc, du tout qui m'a dit, voilà, écoute, nous, on veut bien t'aider. Et si je ne me trompe pas, on voulait utiliser 100 000 bouteilles, non, 150 000 au départ. Et c'était ce qu'ils produisaient, si je ne me trompe pas, en 7 secondes. Pour moi, c'était un chiffre qui m'avait choqué. Je crois que c'était 7 secondes. Et je m'étais dit, mais attends, le projet de ma vie, et en fait, 7 secondes dans un truc que tu produis ailleurs. Et je me suis dit, ouais, je suis pas à l'aise peut-être avec le message et essayer justement, ce que je disais, beaucoup de gens essayent pas de s'accaparer ton projet, mais
Déjà le de jouer un peu, enfin de prendre, ce qui est normal, d'avoir un intérêt par rapport à ça s'ils voient que ça fonctionne. Donc, bah, j'avais refusé et c'était très compliqué parce qu'avec cet argent, j'aurais pu construire directement l'école. Mais à partir de là, il y a un moment où j'ai d'autres marques. Ça, je peux les nommer. Il y a Belle Rose, c'est une Belge, donc franchement incroyable. Ils m'ont dit, je savais pas que c'était belge, mais ouais, je veux ouais, je bien, pense ouais. que c'est belge, ouais. Je pense OK. que c'est belge parce que c'est à vérifier, mais je pense que c'est Ouais. belge. Et en fait, ils m'avaient dit, écoute, nous, on aime bien ce que tu fais. On choisit à chaque fois quelqu'un et tu dois pas parler de nous. Bah justement, ça fait l'effet inverse. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je les nomme. Ils m'ont rien demandé, donc parce que vous m'avez rien demandé, je suis trop content de dire voilà, Ouais, c'est je bien. partage. Alors que les autres, c'était non, écoute, on te donne, mais on va te OK. livrer, on va te faire l'équipe caméra, Faut que ça suive. porte les logos, les Ouais. t-shirts et les casquettes et tout ce que tu veux. Je suis là, quoi. Donc je dis bon, c'est un peu plus compliqué. Donc là, pour la petite histoire, je voulais le faire sans l'aide de marque, comme je l'ai dit, d'un point de vue commercial. Et je voulais te faire des gens pour les gens. Et en gros, j'ai eu 200 équipes d'architectes à travers le monde qui sont réunies à travers un concours pour participer là-dessus. J'ai eu des gens qui ont fait un terrain, qui m'ont dit voilà, si tu le fais sur notre terrain, il est gratuit. J'ai eu une association qui s'occupe des enfants depuis, c'est 50 enfants par jour à peu près, et qui le font. Voilà, c'est juste magique. Si vous avez l'opportunité d'y aller, c'est pas parce que je considère même pas que c'est mon projet, parce que c'est un projet de tellement de personnes, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est à Touloum. C'est Mom and Fine Project. L'école, les gens, donc on connaît Mom and Fine, mais ceux qui s'en occupent, c'est l'ADLE, Ladle. Et l'ADLE, c'est Los Amigos de la Esquina. Et en gros, ces gens-là, ils m'ont dit on t'offre le terrain. Et si toi, tu veux bien construire, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont promis qu'ils allaient faire des choses, ils ne l'ont jamais fait. Et on a eu énormément de gens qui sont réunis. Donc, on a voulu sensibiliser les gens en disant voilà, si vous venez au Mexique, le Mexique a beaucoup à vous offrir. Si vous pouvez rendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, quelques heures de votre temps, juste pour pouvoir participer, on est trop content. On ne vous demande pas d'argent. Juste, si vous pouvez ramasser du plastique avec nous un jour ou quoi, on est trop content. On a eu des centaines de personnes dans des cénotes, dans la jungle, sur la plage, et qui ont rempli mais énormément de sacs. C'était tous ceux qui participent à chaque fois, je les mentionne parce que c'est vraiment incroyable. Il s'appelle MEC et c'est une association qui fait que ça. Elle demande aux gens est-ce que vous voulez bien participer pour prendre du plastique, et juste comme ça, vous avez participé, vous avez aidé le Mexique, on est trop content. Trop bien. Donc, on a réussi à avoir ça. Il y avait juste une partie où il fallait avoir des fonds. Et pour les fonds, on a décidé de créer une marque de vêtements. Cette marque de vêtements s'appelle Mom Fine de Label. Et tout l'argent, donc on n'était pas rémunéré, tout l'argent allait pour le projet humanitaire. Et le film dont on parlait qu'il voulait faire, c'était parce qu'il y a une marque connue que je ne peux pas mentionner qui aurait, je dois faire très attention aux mots que j'utilise, qui se serait inspiré qui a repris le même logo, couleur, font, etc. Et qui en fait ont vendu exactement la même chose, mais pas fait de la même manière. Nous, c'était organique, fair trade, blabla. Et clairement, et qui ont déposé Mom Fine dans mon dos. Donc c'était une énorme bataille. Donc j'étais me battre médiatiquement. Campé, hein, c'est ça? Ouais, j'étais campé devant les bureaux de ces personnes. Et au final, on a trouvé un arrangement et ils ont accepté de me rendre la marque et de payer pour l'école. Et donc l'école a ouvert en 2021 et maintenant elle tourne très très bien. Sauf que là maintenant, c'est ça, on essaye de faire une deuxième école. Et l'école, elle est beaucoup plus ambitieuse, donc ça me fait un petit peu stresser. Parce que je sais tout ce que ça a pris. Donc on a eu le Covid, 2 ouragans qui ont détruit. On a eu vraiment quelques difficultés. C'est la première fois que je construisais une école. En plus, c'est de plastique recyclé à la base. Toute la structure devait être faite de cette manière-là. Puis on a compris qu'avec les ouragans, c'était un petit peu compliqué. Donc on a dû retravailler et faire toute la partie externe avec l'art, etc. Enfin, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. Et là, maintenant que je me suis reposé et que je suis prêt à recommencer, on aimerait faire un record du monde. Donc l'idée, ce serait, on aimerait construire une deuxième école. Le record, donc non, notre école, elle avait l'utilisation d'à peu près 100 000 bouteilles, à peu près. Là, ce serait le record, je crois que c'est en Arabie Saoudite ou Dubaï, un des deux. En tout cas, c'est au Moyen-Orient. Et c'est à 400 000. On aimerait faire 1 million. Et ce qu'on aimerait faire, c'est euh, de nouveau construire un endroit énorme où les enfants peuvent apprendre l'art, le bien-être et le sport de manière gratuite. Et c'est ce qu'on a fait avec la première.
et essayer de transformer tout un quartier défavorisé avec ça parce qu'1 million, on a de la place. Sauf que la structure, cette fois-ci, c'est possible que ça ce soit entièrement de plastique. Peut-être pas le béton pour pouvoir, Ouais. enfin il y a certaines choses que non, mais les murs et cetera, la structure, oui. Donc par exemple, heu, on a une société colombienne, qui s'appelle Conceptos Plásticos qui transforme n'importe quel type de plastique en briques et donc pas besoin de ciment, qui sont bons pour l'isolation, même pour les températures, Sonorisation, ouais. sonorisation, tout et ce sont des blocs, donc il y a pas besoin d'être ultra qualifié pour pouvoir le faire et c'est moins cher. Donc vraiment, je comprends pas qu'on ne l'utilise pas plus, dans d'autres structures. On l'avait proposé ça c'est une belle histoire, on l'a proposé à l'UNICEF, on était parti avec eux et ils ont commencé à développer certaines, écoles. Henri PFR est parti d'ailleurs en Côte d'Ivoire et ils ont fait la première, ça a fonctionné. Donc maintenant toutes les écoles de l'UNICEF vont être avec cette technologie Trop bien. dans le monde. Donc ouais, c'est énorme et donc là, maintenant, on aimerait faire ce record du monde. On s'était dit: «Voilà, on aimerait le faire de manière plus intelligente», donc peut-être chercher des marques qui veulent bien, heu, participer parce qu'il va y avoir énormément de visibilité. On a des centaines de créateurs de contenu dans notre base de données. Énormément ont déjà dit qu'ils voulaient bien relayer l'information, participer. On a eu une proposition de documentaire sur, une grosse distribution, enfin, avec une très, très grosse distribution, on va pas dire qui c'est, mais pareil. On s'est dit: «OK, avec le savoir-faire maintenant, c'est possible, mais il faut engager des gens parce que je sais plus tenir un projet comme ça tout seul comme, je l'avais fait avant. Avant, je l'avais fait parce qu'il y avait pas moyen de le faire d'une autre manière, mais là, maintenant, j'aimerais vraiment avoir, ingénieurs et cetera qui se mettent au projet et la beauté de ça, c'est que personne n'est rémunéré. Enfin, beauté, ça se comprend. Le message qui peut faire fuir. Non, bah, personne n'est rémunéré, c'est-à-dire, en interne, la première école, personne n'a été rémunéré. Bon, bien sûr, les ouvriers, qui ont travaillé sur l'école, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait personne qui avait été rémunéré et là, pareil, personne ne perçoit de salaire, mais on aimerait bien engager une personne, qui serait à temps plein là-dessus, Attitré, attitrée et qui puisse faire le suivi et qui a de l'expérience, parce que maintenant avec tous les contacts qu'on a et tout mettre en place, c'est faisable et c'est même on l'a déjà fait. Mais c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui puisse, avoir une vraie organisation et cetera et donc là, maintenant, on est en train de faire pas mal de choses, chercher des fonds. Si jamais ça vous intéresse, momofindproject.com. Mais justement, j'allais te demander, avant de te demander, j'allais te dire merci à mon nom parce que j'adore vraiment ces associations ou quoi. Nous, d'ailleurs, mais c'est à micro-échelle, mais on met toujours le lien justement pour le cancer où je vais courir chaque année. C'est justement pour les enfants atteints d'un cancer ou quoi. Donc je trouve ça hyper important et si on peut aider, j'allais justement te demander comment on peut relayer une Juste avec info ça déjà, en locale. tout cas, merci, de le permettre, mais c'est simple, si vous voulez avoir des informations, momimfineproject.com et là, on a toutes les informations. On est vraiment, au stade là maintenant où on va devoir aller chercher des fonds. On avait fait un GoFundMe à l'époque qui avait eu, des dizaines de milliers d'euros et qui nous a permis de construire l'école. Mais on remarque que c'est vraiment très chronophage et demander aux gens, c'est plus compliqué que d'aller présenter un dossier solide. On a montré qu'on a réussi et d'aller peut-être voir la fondation, je sais pas, Roi Baudouin ou quelque chose comme ça, en leur disant: «Écoutez, on a vraiment besoin de pouvoir, scaler. Si ça prend», on a montré qu'on a réussi à le faire sans moyens, littéralement sans moyens. Maintenant, si vous nous en donnez, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir développer tout ça. Le truc compliqué, tu l'as dit tantôt, hein, c'est qu'au final, tout le monde a son combat. Parce que nous, c'est pareil aussi, on essaie de lever à notre micro-échelle aussi des petits fonds, justement. Et en fait, tu te rends compte que bien qu'ils sont volontaires et ainsi de suite, ben, ils donnent pas parce qu'ils ont leur combat et tu peux pas les forcer non plus. Et moi, ce que je dis toujours, et de toute façon, c'est ce que tu appliques, j'imagine aussi, c'est au final, peu importe que tu donnes chez nous à ton projet, du moment que les gens fassent quelque chose, C'est vrai. donc c'est bien, ouais. Nous, la symbolique, c'était vraiment, heu, on voulait essayer d'éviter la partie monétaire. C'est compliqué de l'éviter. Il y a un moment, tu ne sais pas payer avec des sourires, c'est sûr. Mais on a Ce serait un concept. ouais, Retiens-le. ouais, c'était pas mal, franchement. Il y avait à la base, on avait pensé à, juste paye-nous avec un sac en plastique. Parce qu'on avait besoin de plastique, vraiment donc viens et si tu veux ta contribution, c'est juste trouve tes poubelles et donne-nous ça. Et donc là, on aimerait justement essayer de faire en sorte juste que c'est bizarre, mais si quelqu'un nous dit: «Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères, je sais pas, 100 € ou une personne qui vient physiquement et donner de son temps pour pouvoir peindre?» Bah, il y a, le sentiment d'appartenance, il y a,
l'intention, l'énergie, et cetera. Il y a ce sentiment de communauté qui se crée, qui est vraiment incroyable. Et ce qu'on a réussi avec l'école, la chose dont je suis le plus fier, c'est pas tellement les murs, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Et vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller voir les enfants. C'est, j'avais pas, c'est pas mon core business, je suis pas bon là-dedans, mais l'équipe qui s'occupe des enfants, les, ceux qui leur apprennent sur la gestion du stress, la respiration, des outils que j'aurais adoré avoir quand j'étais plus petit, en fait. Que la méditation, je Comme sais que maintenant c'est, d'ailleurs. mais c'est, oui, c'est ça, c'est que vraiment, c'est incroyable le travail qu'ils font. J'ai vu des changements des enfants, c'était très compliqué, la- avec des situations parentales très, très pénibles. Et waouh, ce qu'ils ont réussi à faire avec ces enfants, c'est exceptionnel. D'ailleurs, il y a eu des équipes qui étaient venues filmer tout ça. Il y a une fondation, Tomorrowland a une fondation, c'est Love Tomorrow. Ils étaient venus filmer ça et waouh, je me suis senti vraiment tellement content parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, pour revenir avec cette analogie, quoi qu'il arrive, même si plus tard, voilà, il n'y a plus de compte, il n'y a plus de followers, il n'y a plus quoi que ce soit, ça me ferait vraiment plaisir d'un jour marcher avec mon fils et de lui dire, tiens, on a fait ça. Vraiment, ces trucs-là, pour moi, Ah, c'est trop bien. Ça a pas de prix, hein, vraiment. Et tu l'as dit tantôt, justement, toutes les personnes âgées qui, à la fin de leur vie, on en a parlé justement dans un podcast, un des derniers, justement, on disait à la fin de ta vie, généralement, tu te dis pas, je suis tellement content d'avoir ma Ferrari, mais tu te dis justement, ce qu'on avait relevé, c'est que généralement, les mots qui vont ressortir des intentions, c'est l'amour. C'est je t'aime, enfin, c'est ta famille, c'est tes proches, tes enfants et autres, et c'est pas le côté matériel au final qui est illusoire. En fait, c'est ça, c'est que faut être conscient c'est sûr, c'est beau de se dire que le matériel, ne joue pas. Pour moi, il joue jusqu'à une certaine mesure, mais la différence, c'est